Sujet plein d'urgence. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux assister à cette rencontre avec Cynthia Fleury et Michel Lusseau. Je crois qu'on ne pouvait pas trouver de meilleurs interlocuteurs que nos deux invités pour échanger sur l'urgence de réparer le monde et nous offrir quelques pistes sur ce que pourrait être une nouvelle société du soin. Parce que dans leurs œuvres récentes, que je vais très rapidement introduire, il est fascinant de voir comment, à partir de disciplines différentes et d'approches différentes, leurs regards viennent se croiser, quelquefois se fondre, puis repartir explorer des domaines du soin très différents, puis revenir dialoguer autour de concepts comme la vulnérabilité, la dignité, le care, l'attention, la considération et d'autres encore, qu'ils enrichissent à chaque fois de leur approche singulière. Dans ces deux pensées, et on va commencer par ça dans une minute, moi j'ai ressenti l'urgence d'un diagnostic pour prendre conscience de plusieurs paradoxes, de plusieurs grands écarts flagrants entre l'idée que l'on se fait d'une habitabilité, on va prendre ce terme un peu commun, d'une habitabilité décente du monde, et des tensions de plus en plus insoutenables que l'anthropocène, on verra avec Michel Lusseau qu'il appelle ça l'urbanocène, fait peser sur nos vies et nos villes. Michel Lusseau, par exemple, vous écrivez que l'on prend mieux conscience aujourd'hui que les attentats contre les conditions environnementales de la vie ne sont pas perpétrés par un belligérant contre un ennemi, mais par l'humanité contre elle-même. Et vous, chez vous, Cynthia Fleury, on prend conscience dans ce dernier livre, Éthique et Design, que vous avez co-dirigé, mais aussi dans le précédent, La clinique de la dignité, on prend conscience du grand écart entre un impératif de dignité qui s'est imposé au cœur de nombreux discours et simultanément les atteintes répétées à la dignité dans les institutions, les pratiques sociales et les milieux de vie. Je vous cite aussi dans cette introduction à ce livre un contrat naturel en danger, et ce sont tous les contrats sociaux et démocratiques qui l'ont comme support ou comme milieu de vie qui vacillent. Voilà, tous les deux un diagnostic d'urgence, et donc je commencerai par là avec vous, Michel Lusseau. Cette réparation du monde dont nous allons parler aujourd'hui devrait commencer par une reconnaissance de ces paradoxes, de ces grands écarts. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, mais merci d'être là. Je suis très heureux de ce dialogue avec Cynthia, dans la mesure où ce livre, Cohabitons, pour une nouvelle urbanité terrestre, doit beaucoup aussi au travail que Cynthia a mené et m'a demandé de mener avec sa chère Lisagne du CNAM. Donc je suis très heureux de pouvoir aujourd'hui concrétiser en quelque sorte ce travail à travers ce livre, qui commence effectivement par une première partie de diagnostic, comment dire, assez sévère de notre situation contemporaine. Voilà. Pour la première partie, il vaut mieux avoir un bon moral et un bon café si l'on veut supporter le feu assez cuisant de ce que j'essaie de mettre en avant. En gros, dans cette première partie, et ça correspond à votre question, j'essaie de montrer à quel point les façons même dont nous habitons, les façons même dont nous avons organisé nos vies quotidiennes, à la fois nos vies d'individus et nos vies de société, à la fois nos vies personnelles et nos vies en relation avec d'autres, à la fois nos vies en relation avec d'autres humains, mais aussi en relation avec des non-humains, vivants, les animaux, les végétaux. Nous avons des relations avec les non-humains vivants lorsque, par exemple, un certain nombre de pratiques agro-industrielles qui sont nécessaires pour servir nos besoins alimentaires, eh bien, finalement, perpètrent un attentat contre les écosystèmes. C'est une relation destructrice, mais c'est une relation. Mais nous avons aussi des relations avec les non-humains non-vivants. Lorsque l'on construit dans une ville quelconque des immeubles de plus en plus hauts, de plus en plus spectaculaires, de plus en plus affirmatifs d'eux-mêmes, on utilise de la calcite, du sable, de l'eau, des additifs qui sont eux-mêmes le résultat d'activités d'extraction qui nous mettent en relation avec ces matières non vivantes, comme nous sommes en relation avec le lithium, avec le cuivre, avec le cobalt, avec le charbon, avec le pétrole. Donc il faut prendre au sérieux cette idée que nous vivons en relation. Nous vivons en relation, mais le mode de vie ordinaire qu'on nous propose dans le cadre du système économique dominant d'aujourd'hui, c'est de vivre comme un consommateur délié. C'est-à-dire comme un individu délié de toute relation, et surtout délié, débarrassé de la nécessité de penser à l'impact
relationnel de ses propres pratiques. Voilà. Lorsque j'achète un blue jean dans une enseigne de fast fashion, je peux me satisfaire de l'achat en lui-même sans me soucier d'aucune manière de l'impact que ça peut avoir. Et je ne dis ça pour culpabiliser personne, puisque nous sommes tous et toutes à la fois le marteau et l'enclume, et coincés entre le marteau et l'enclume. Nous sommes tous et toutes, comme dirait Pierre Bourdieu, agents et acteurs, victimes ou bourreaux. Nous sommes inscrits dans un système dont la pérennité repose, et c'est le point de départ que je fais, la pérennité repose sur le fait que nous soyons inattentifs. C'est quand même terrible. Et j'essaie de montrer dans cette première partie qui fait un diagnostic sur la manière dont la Terre a évolué depuis 70 ans, depuis la phase d'urbanisation planétaire qui s'est déclenchée post-1950. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais cet après-midi une présentation, un petit peu de teasing au Conseil général sur ces questions-là, mais là, ça n'est pas le temps de le faire. J'essaie de montrer en fait que cette vie fondée sur l'inattention, c'est globalisé, c'est mondialisé, et que finalement ça nous mène à altérer, fragiliser, abîmer l'habitabilité de la Terre pour les humains. L'habitabilité est un concept très important, y compris des sciences géologiques et des sciences du vivant. C'est ce qui permet à des vivants d'habiter dans un contexte donné. Eh bien, l'habitabilité de la Terre est altérée aujourd'hui, pas pour les bactéries, les virus, les microbes, pas pour tous les animaux, pas pour tout le vivant, mais au premier chef pour nous, vivants humains. Donc l'habitabilité, chers amis, c'est une question anthropologique, politique, économique, éthique de première importance, puisque aujourd'hui nous sommes face à ce constat qu'on ne peut pas fuir, beaucoup de responsables politiques essaient de le fuir, nous sommes en passe d'altérer profondément l'habitabilité humaine, et cette altération commence à être sensible d'ores et déjà, maintenant, en tout point du monde, en tout lieu du monde. Pas un lieu n'y échappe, parce que c'est un mouvement global qui concerne l'entièreté de la planète en tant que système. Ça veut dire que pas un lieu n'y échappe. Donc la première partie, elle documente ça, avec plein d'exemples, tirés de mes terrains de géographe, pour passer ensuite, une fois qu'on a déprimé tout le monde, pour passer ensuite à deux parties un tout petit peu plus mobilisatrices qui se lisent aussi à travers le point d'exclamation du titre qui a valeur un peu programmatique. Et nous y viendrons parce que nous n'avons pas que des mauvaises nouvelles à vous annoncer à 10h du matin un samedi. Il y aura aussi la question des réparations qui viendra éclaircir un tout petit peu la journée. Cynthia Fleury, on entend Michel Lusseau parler d'habitabilité, c'est un terme qui revient régulièrement. Vous avez aussi un diagnostic sur un autre paradoxe, c'est celui notamment de la dignité qu'on peut probablement associer à toute cette question. Et cette dignité dont on n'a jamais autant parlé, mais qu'on voit se dégrader année après année. Oui, bonjour à tous, je vais répondre à votre question dans un troisième temps. Déjà saluer également vraiment avec grande estime et amitié Michel Lusseau. C'est vrai que ça fait quelque temps déjà maintenant que nous avons un compagnonnage intellectuel et il nous avait fait l'honneur de venir travailler déjà sur ces prémices du Caire spatial, justement à l'intérieur d'une très belle exposition qui avait été mise en place aussi avec Éric de Thoisy, architecte et comment dire responsable de l'antenne de la chaire de philosophie sur l'Adamant, que vous connaissez peut-être. L'Adamant qui, d'une certaine manière, est une incarnation de ce lien très particulier entre architecture et soins, puisque c'est un hôpital psychiatrique de jour, mais dans une structure assez splendide, ce bateau comme ça, petit, à échelle totalement humaine, et qui réinvente les codes de la psychiatrie institutionnelle. Donc, si vous ne le connaissez pas, il y a eu un magnifique film aussi sur l'Adamant de Nicolas Philibert qui avait en son temps fait un autre film sur un autre grand lieu de la psychiatrie institutionnelle qui était la Borde. Je pose ça là. Parce que ça a en rapport également, l'exposition s'appelait Soutenir, hein, qu'on avait fait au pavillon de l'Arsenal. Alors, trois points. Un sur la réparation, un sur l'habitabilité et un sur la dignité. La question de la réparation, c'est une question pas simple pour moi, parce que je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur la réparation. La réparation, très classiquement, ça renvoie notamment à toute l'éthique du Caire et telle qu'elle a été problématisée par Joan Tronto
dans un livre important sur le monde vulnérable et sur le fait de réparer le monde comme acte politique premier, et c'est vrai, pourquoi je dis un bémol, parce que dans Sigillamer, on en parlait notamment tout à l'heure, je reviens sur aussi cette nécessaire compréhension, psychiquement parlant, de ce qui doit être la réparation. Parce que si la réparation, c'est un acte passéiste, au sens de revenir en arrière, de croire que ce que l'on va réparer va être restauré exactement comme c'était, etc., sans tout simplement incorporer la question du manque, incorporer la question de l'adversité, des épreuves, etc., sincèrement, c'est voué à l'échec. Donc, malgré tout, qu'est-ce qu'on entend par réparation? On entend l'entretien, soigner. En fait, on entend la vérité dynamique et non pas passéiste de la réparation. Le fait, si vous voulez, de prendre en considération l'existant et de croire que l'existant n'est pas obsolète. Alors que, bien évidemment, nous avons essentiellement produit et nous avons détruit d'une certaine manière cette idée de l'existence en produisant toujours de l'existant obsolète aujourd'hui. C'est-à-dire que quelque chose est produit immédiatement, assez rapidement, il est obsolète. Alors que le principe même de l'existence est de contrer l'obsolescence, d'avoir cette capacité interne, comme ça, justement, d'être réparable. Bon, donc c'est à bien entendre cette notion, si vous voulez, de cet entretien de l'existant et aussi d'une démarche réflexive, parce que qui dit, encore une fois, réparation, dit qu'il est possible de réformer et donc de réfléchir sur ce qui est en train de se faire. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur l'habitabilité. Vraiment, le diagnostic de Michel me va parfaitement, je le partage. Je dirais plus d'autres mots, mais qui sont des mots qu'on connaît bien. On a un système d'accélération comme seul mode de vitesse, c'est-à-dire que et ça a été vu par quantité d'auteurs, d'Hartmut Rosa en passant en son temps par Virilio, enfin bref, le seul mode aujourd'hui est le mode de l'accélération. Avec une vraie problématique qui est que nos temps psychiques demandent une décélération et demandent une maîtrise du rythme, du biorhythme. Donc, un système qui n'est que en désynchronisation. Désynchronisation avec les écosystèmes, désynchronisation avec les temps, les biorhythmes, comme si notre espèce pouvait tenir en désynchronisation. Donc, on est dans un système, Michel disait, extractiviste, j'appelle ça la prédation triste. C'est-à-dire, si vous voulez, ce système de voracité qui, fondamentalement, n'apporte pas des passions gaies, mais des passions tristes, et réactive le mortifère. Et bien évidemment, comme tout ça est malgré tout assez insupportable, on est plutôt tous en mode de suradaptation. Parce qu'on n'arrive pas à tenir. Donc c'est quand même beaucoup, si vous voulez. Donc, et à la fois au niveau personnel, dans nos institutions, nos organisations, et plus globalement dans notre système productif méta. Donc ça, c'est quand même un gros souci. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous avons comme mode relationnel la non-réciprocité, nous avons comme mode d'engagement le désengagement, la déresponsabilisation, etc. Donc, encore une fois, c'est quelque chose au niveau majoritaire. Bien évidemment, il y a quantité, heureusement, d'exceptions et nous pouvons nous-mêmes parfois corroborer ce mode-là et puis parfois nous pouvons nous en excepter. Donc, la clinique de la dignité, ça racontait ça. Ça racontait, si vous voulez, cette dichotomie entre, malgré tout ça, un discours qui est à l'envers de ça, parce qu'aujourd'hui, quel est le grand discours
politique, c'est le discours de l'agenda universel, de la reconnaissance de la crise climatique, de la nécessité de la transition énergétique, de la compréhension de l'écologie comme grand pilier de la démocratie. C'est ça le discours des COP, des multiples COP du climat et autres, des sommets de la Terre. Enfin, c'est notre agenda universel. Et en même temps, précisément, nous continuons de produire, c'est ce que raconte la clinique de la dignité, une mise en dignité des uns sur le dos de la mise en indignité des autres. Nous continuons ce système, et non seulement des autres, mais aussi des milieux, puisque de plus en plus, et donc c'est pour ça que sur la question de l'habitabilité, j'irai un tout petit peu plus loin que Michel quand il dit c'est l'habitabilité humaine qui est menacée. Oui, je dirais même plus, c'est l'habitabilité humaniste en fait qui est menacée, parce que l'habitabilité humaine, si l'humanité continue d'être simplement ce chiffre, ça sera possible, parce que le chiffre massifie, produit de l'éthique utilitariste, de l'éthique populationnelle, dans le meilleur des cas, ou tout simplement des rapports de force. Et ça continuera d'être. Mais l'habitabilité humaniste, c'est-à-dire celle que nous avons essayé de poser, notamment par 1948 qui est l'article 1 de « Nous sommes égaux en droit et en dignité », cette grande constitutionnalité de la dignité, d'une certaine manière, ça, en revanche, c'est totalement mis à mal. Alors, on a commencé à cadrer un petit peu le sujet. Il se trouve que le thème, c'est la ville, le thème de cette 27e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Et d'une certaine manière, ça tombe bien, Michel Lusso, puisque vous dites que cet anthropocène est un urbanocène et que vous évoquez même un modèle qui s'est imposé dans cet urbanocène, qui est celui de la World City. Ça nous permet de resserrer le thème autour de cette spatialité de l'habitabilité. Oui, mon travail depuis quelques décennies maintenant, c'est d'essayer de comprendre le processus d'urbanisation planétaire. Voilà, c'est un processus qui commence après les années 1950 et il faut prendre au sérieux la rupture historique que ça constitue. Auparavant, l'urbanisation est essentiellement européenne et exportée aux États-Unis et également exportée via l'entreprise coloniale des Européens, mais elle ne devient planétaire que post-Seconde Guerre mondiale. Et en devenant planétaire, l'urbanisation change de registre, d'intensité, d'échelle. C'est-à-dire qu'en devenant planétaire, il se produit ce qu'a un philosophe français très important, qui a été vraiment un philosophe extrêmement lu et commenté dans les années 60-70, qui l'est toujours d'ailleurs à l'étranger, qui est un peu oublié en France, qui s'appelle Henri Lefebvre. Ce que Henri Lefebvre, dès le début des années 70, dans un livre très étonnant, qui est publié chez Gallimard au tout début des années 70, en décembre 70, la révolution urbaine, Lefebvre comprend, à partir des analyses qu'il fait mener à ses étudiants, il est philosophe, mais il se trouve qu'il est professeur de sociologie urbaine à l'université de Strasbourg, puis à l'université de Paris-Nanterre, peu importe. En faisant travailler ses étudiants, il comprend que ce qu'il est en train d'observer, ça n'est pas simplement une évolution historique tendancielle. Ça n'est pas simplement une évolution historique tendancielle, ou ça n'est pas simplement les villes industrielles du 19e siècle qui continuent de croître. Il comprend que quelque chose est en train de se passer, et il appelle ça la révolution urbaine. Il dit « Nous postulerons l'existence d'une société urbaine, aujourd'hui généralisée, aujourd'hui virtuelle, demain réelle ». Cette révolution urbaine pour Lefebvre, je le traduis un peu différemment dans mon texte, dans mon premier chapitre, enfin ma première partie. Cette révolution urbaine, c'est un processus qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. C'est le processus historique le plus puissant à tout point de vue, au plan démographique. 60% des humains habitent statistiquement aujourd'hui dans des espaces urbains. Au plan économique, les systèmes de production ont été complètement bouleversés et recomposés par l'apparition des nouveaux pôles productifs urbains asiatiques, mais aussi par l'émergence de marchés urbains mondialisés qui orientent l'ensemble du système productif. Au plan politique, au plan social, avec, comme le disait Cynthia tout à l'heure, la production massive d'une pauvreté qui n'est pas une marge du système, mais qui est une condition du système. Il faut qu'il y ait une production massive de pauvreté pour que le système perdure, ce qui est quand même très dérangeant. Je donne quelques chiffres assez
effarant dans la première partie sur un niveau de pauvreté qui, malgré des quantités astronomiques de richesses engrangées, puisque nous sommes dans une programmation économique, des quantités astronomiques de richesses engrangées depuis 50 ans dans le monde entier sous la forme d'actifs immobiliers, d'actifs boursiers, d'entreprises, des richesses inouïes qu'on n'a jamais produites auparavant. Nous sommes dans un moment où tous les indicateurs montrent que nous avons explosé toutes les références historiques. Il faut se rendre compte de ça. Eh bien, la pauvreté reste extrême pour des milliards de personnes. Des milliards de personnes n'ont pas accès à des latrines. Est-ce que c'est une vie digne? Non. Plus d'1 milliard de personnes vivent avec moins de 2,30 $ par jour. Est-ce que c'est une vie digne? Non. Et ce sous-prolétariat urbain-là, il est nécessaire à l'exercice de l'activité. Quand vous allez à Dubaï, quand vous allez dans certaines métropoles du Golfe, quand vous allez dans certaines métropoles européennes, dans certaines métropoles américaines, vous savez que la dynamique de ces métropoles repose sur l'existence de ce sous-prolétariat indignifié, rendu indésirable tout en étant indispensable. C'est-à-dire la double peine. Ces gens sont indispensables, ils sont exploités, mais de surcroît, ils sont indésirables, privés de droits. Donc voilà, l'urbanisation planétaire, elle change aussi nos cultures, elle change nos corps, elle change nos manières de nous alimenter, nos manières de penser même. Toutes les cultures contemporaines sont des cultures urbaines. La plus grande culture musicale du moment, le plus gros business musical du moment, c'est le rap, qui est une musique totalement urbaine. D'ailleurs, c'est assez délicieux de voir que cette musique du ghetto est devenue la machine à cash du système musical international. Donc vous pouvez le prendre comme vous voulez. L'urbanisation a fabriqué une nouvelle terre. Et nous sommes tous urbains, même si nous habitons à la campagne. C'est-à-dire l'urbanisation, ce n'est pas une question de partition urbain-rural à l'ancienne. C'est ça dont il faut se déprendre, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre. Il faut penser l'urbanisation comme un processus global, processus de mondialisation, qui nous relie ensemble au sein de ce processus. Vous pouvez habiter en pleine campagne si vous utilisez une automobile, de l'essence, si vous utilisez un smartphone, un ordinateur pour commander vos courses sur une plateforme à distance, si vous allez au centre commercial périphérique de proximité, qui est peut-être à 20 km de chez vous, si vous vous alimentez en achetant des produits agro-industriels, que vous le vouliez ou non, vous êtes intégré dans le système urbain. Donc moi, j'essaye d'inciter chacun à poser le diagnostic. Cynthia a employé tout à l'heure le mot de la nécessité de réfléchir. Moi, j'entends réfléchir aux 3 sens du terme. Penser, analyser. On dit souvent que mal nommer les choses, c'est ajouter un malheur du monde, mais vous savez, avant de nommer les choses, il faut les décrire. Il faut être capable de les penser. Voilà. On ne nomme pas d'abord les choses avant de les avoir pensées. C'est un peu un problème de la société contemporaine où les gens nomment avant d'avoir analysé et décrit. Donc nous, notre travail en sciences sociales, en philosophie, c'est d'abord d'essayer d'analyser, de décomposer les phénomènes pour mettre des mots ensuite sur ces phénomènes. C'est pour ça que quand on reproche à un spécialiste de sciences sociales d'être abstrait, parfois un peu conceptuel, c'est comme reprocher à un chef cuisinier de faire la cuisine. Si vous voulez, ça devient un tout petit, ou je sais pas, ou un curé de dire la messe, ça devient un tout petit peu compliqué quand même. Donc oui, c'est notre métier de produire des abstractions pour décrire, analyser et penser. Mais réfléchir, c'est aussi se regarder dans le miroir. Réfléchir, c'est aussi être capable de se penser soi-même à l'intérieur d'une pensée et d'un système. Donc il faut que nous nous réfléchissions comme urbains mondialisés. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle place avons-nous? À quoi sommes-nous reliés? À quoi tenons-nous, comme disait Bruno Latour dans ce fameux texte de mars 2020, où il disait, tiens, la pandémie, ça peut être une occasion de réfléchir à notre place et aux liens que nous entretenons et à ce que nous tenons et à ce à quoi nous ne tenons pas. Et puis réfléchir, c'est aussi faire image. C'est proposer de nouvelles images et de nouveaux imaginaires. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu culturel très fort aujourd'hui, et Cynthia l'a bien montré dans ses travaux, c'est produire d'autres capacités à imager la réalité et d'autres capacités narratives, raconter d'autres histoires. Tenez, je vais prendre un exemple et je m'arrêterai là, c'est l'objectif de la deuxième partie du livre. Raconter d'autres histoires que celles de la puissance. Raconter d'autres histoires que celles de la compétition.
Raconter d'autres histoires que celles de la violence. Raconter d'autres histoires que celles de la réalisation de soi uniquement par la consommation et par le profit. Commencer à raconter l'histoire d'une humanité et d'un humanisme, là je souscris complètement à ce que tu dis Cynthia, qui est peut-être par exemple fondé sur la reconnaissance de la vulnérabilité. Nous sommes tous et toutes vulnérables. Et la vie nous rappelle très brutalement souvent à quel point cette vulnérabilité n'est pas quelque chose que nous pourrions mettre à distance, mais qui se tient au cœur de nous et de notre projet d'individu. Mais attention, la vulnérabilité, c'est aussi la vulnérabilité de notre terre, c'est aussi la vulnérabilité de notre urbanisation mondialisée, et ça nous devrions le savoir, parce que nous l'avons vécu, tous et toutes, à l'échelle planétaire, pendant la pandémie. Pendant quelques semaines, nous avons compris ce que c'était que la fragilité, la vulnérabilité de notre système économique et de notre système mondialisé, que tout le monde nous présentait comme un défi de puissance. Tout le monde nous disait « on ne peut pas l'arrêter, il n'y a pas d'alternative, il est impossible d'imaginer que l'on ferme les aéroports, les centres commerciaux, les ports, il est impossible d'imaginer que les entreprises s'arrêtent, quoi qu'il en coûte, nous maintiendrons tout cela. Maintenant, on nous fait payer la facture. Eh bien, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous avons eu l'expérience collective de cette vulnérabilité de notre habitation commune de la planète Terre. Alors voilà, que faire de cette expérience? Eh bien, la deuxième partie du livre, c'est et si nous commencions à raconter notre humanité à partir de la vulnérabilité de notre interdépendance, plutôt qu'à partir de la puissance et de la compétition? Oui, c'est exactement la question que j'allais poser à Cynthia Fleury. Cette question de la vulnérabilité, elle devient intéressante à partir du moment notamment où on ne la voit pas comme une malédiction seulement, mais comme une richesse potentielle pour prendre soin les uns des autres. Et vous avez notamment, pour rester toujours dans cette thématique de la ville, une expression qui est extrêmement intéressante, qui est celle de la fonction soignante de l'architecture. Comment est-ce qu'on peut faire se rejoindre cette réflexion sur une vulnérabilité qui ne serait pas prise simplement sous son modèle négatif, j'allais dire, et puis cette fonction soignante que vous décrivez si bien dans ce livre Éthique et Design à travers plusieurs disciplines, c'est que on peut, grâce à l'architecture prise dans un certain sens, se soigner les uns les autres. Alors je vais répondre à votre question, mais toujours en cercle. Et parce que c'est difficile de ne pas, interagir avec Michel. Donc, plusieurs points. C'est très très vrai sur la question, la condition urbaine moderne, comme paradigmatique, etc. La ruralité ne fait plus monde. C'est-à-dire, et c'est ça la violence, si vous voulez, c'est que les mondes des uns et des autres, la pluralité de ces mondes, elle est extrêmement endommagée, voire inexistante. Vous êtes périurbain, vous êtes un sous-urbain, mais le monde rural, le monde paysan en tant que tel, avec son éthique, son ethos, etc., il y a des disparitions. Encore une fois, c'est pas nouveau, hein, cette violence de la disparition des mondes de l'autre et des mondes non majoritaires. Mais c'est une atteinte directe à la puissance de vie et c'est une atteinte directe, tout simplement à la qualité aussi relationnelle que nous pouvons mettre en place. Et c'est vrai que dans la clinique de la dignité, juste parce qu'on est vraiment en accord là-dessus, nous dénonçons, si vous voulez, la production de situations indignes comme fait systémique et comme condition de support du reste, et pas simplement comme effet pervers, en disant « mince, on ne peut pas faire autrement ». Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est avec, intentionnalité de produire une telle disproportion entre ceux qui vont bénéficier et ceux qui ne vont pas bénéficier, que, de fait, c'est un fait, vous posez... Alors, comment ça passe? Ça passe, par exemple, par quelque chose de neutre. Si vous prenez le New Management, il se propose comme, New Management public, etc., il se propose comme soit l'hyper-rationalisation, très bien, soit l'hyper-neutralité de la juste évaluation,
hein, donc ce qui est un peu pareil. Et fondamentalement, dans les deux cas, vous allez avoir un phénomène, vous allez avoir un phénomène de... j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave, elle va revenir. Vous allez avoir un phénomène de production de modes dégradés. Donc, mais sauf que la démultiplication, la permanence, la non-remise en cause des modes dégradés, ça emmène vers une vie dégradante. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est pas des atteintes directement, sauf dans certains pays, mais dans les systèmes occidentaux, démocratiques, etc., c'est pas une atteinte directe, bien évidemment, à la personne, au symbolique, à l'inaliénable dignité. Non, on passe, si vous voulez, par l'effet structure et par le fait de mettre tous les jours en situation d'indignité qui va produire à un moment donné, par ces modes dégradés sans cesse tenus, une situation dégradante. Et c'est ce que vous racontent tous les services publics en disant je ne peux plus faire mon métier dignement. Mais le problème, c'est que ne plus pouvoir faire son métier des services publics dignement, c'est mettre à mal, à un moment donné, la dignité des relations interpersonnelles, etc. Bon, ça c'est un premier point. Sur la question de la vulnérabilité, malgré tout, et sur aussi la question des villes portuaires qui sont des immenses mégalopoles, il y a une autre histoire qui est quand même devant nous qui va arriver, hein, c'est que ces villes qui ont produit l'hyperpuissance, l'hypercentralisation, la métropolisation à outrance, etc., qui ont vidé, qui ont fait du rural non plus un monde, mais une enclave, pour le dire, voilà, puisqu'on attrape, l'histoire n'est pas finie, puisque aujourd'hui, ça va être des avant-postes de l'hypervulnérabilité. Pourquoi ? Parce que les villes portuaires, c'est là où il y a le plus de monde, il y a aussi le plus de ressources, mais demain, face au réchauffement climatique, aux inondations, etc., il y a potentiellement aussi une hyperfragilisation qui peut se mettre en place. Donc, malgré tout, c'est comme toujours, hein. Moi, je ne suis pas du tout dans une approche essentialiste et doloriste, entre guillemets, de la vulnérabilité, comme si c'était la chose la plus fantastique qui soit, etc. Il y a les vulnérabilités ontologiques qu'on peut difficilement nier, puis il y a toute l'artificialité des vulnérabilités sociales qui sont construites par les époques historiques, les facteurs socio-économiques, etc. De toute façon, dans les deux cas, je ne défends pas, si vous voulez, une survaleur de la vulnérabilité. Je suis comme tout le monde, c'est pas une position qui est la plus simple. Le seul fait que je connais, cliniquement parlant, c'est que nier le fait de la vulnérabilité renforce la vulnérabilité. Ça, c'est le seul, si vous voulez, la seule équation. Donc, à partir du moment où vous ne voulez pas faire face à cela, vous pensez l'éviter, ce contournement, en fait, est un leurre. Et ce contournement, soit c'est quelqu'un d'autre qui le porte, c'est-à-dire que cette vulnérabilité va taper sur la vie d'un autre de façon très forte, et puis le jour où il n'y a plus cette interface de l'autre, parce que soit il a disparu, soit on l'a tellement précarisé que, etc., ça arrive sur soi, et donc ça produit de fait une mise à l'arrêt. Donc, la vulnérabilité, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir ces approches capacitaires de la vulnérabilité et de voir comment, à la fois, nous pouvons, bien évidemment, continuer de lutter contre, bien sûr, et puis, en même temps, de nous obliger à repenser le paradigme, et pas simplement d'être dans la correction post, mais de nous dire, bon ben voilà, prenons en considération que nous sommes vulnérables, et donc construisons d'emblée, et non pas après, un monde différent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois le dernier livre de Cyrulnik sur la mécompréhension, entre guillemets, dirait Jean Kelevitch, du terme de résilience, qui aujourd'hui est utilisé de différentes façons et qui, hélas, parfois antinomique de ce qu'il est véritablement, ce terme, c'est-à-dire soit pour dire vous êtes résilient, donc vous saurez faire sans, hein, puisque c'est et donc voilà, donc résultat vous êtes autopoïétique, hein, oui, ok, mais enfin ça dépend. Et donc bien évidemment que la résilience s'accompagne
précisément par quantité de tiers résilients, mais aussi avec ce truc qui est terrible de dire, écoutez, on va se consacrer uniquement sur la résilience au sens de non-remise en cause de la production traumatique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas remettre en cause, nous produisons du trauma. Donc, comme on ne veut pas remettre en cause la production traumatique, allez, on va aller soigner une fois qu'on a tapé. On pourrait quand même, à un moment donné, dire, tiens, et si on ne produisait pas du trauma? Un petit peu quand même. Parce que nous sommes dans un monde qui est conscient, qui est une science presque du traumatisme aussi, qui est une technique du traumatisme. Donc ça, si vous voulez, que le traumatisme arrive dans la vie, voilà, c'est un fait. Mais on n'a pas besoin de le produire sciemment. Hein, c'est ça que je veux dire. Et aujourd'hui, très clairement, nous avons des systèmes qui ont validé le fait que, de toute façon, c'est comme ça que ça doit se produire. Dernier point sur la question de l'architecture. Oui, bien sûr. Donc là, je vous renvoie aux travaux, notamment de la chaire, qui travaille justement sur comment l'architecture. Alors encore une fois, l'architecture, c'est pas évident. L'architecture a longtemps et est encore un allié du pouvoir, de la biopolitique. Je ne vais pas faire mon Foucault ici. Donc, bien évidemment que l'architecture peut être, au contraire, l'organisateur de cela. Et Dieu sait, si on prend simplement les hôpitaux, vous avez des machines à guérir, comme disait Foucault en son temps, et puis plus tard Deleuze, etc. Mais très clairement, vous avez des hôpitaux qui sont construits que pour valoriser le flux, un certain type de circulation, de rapidité, précisément ne pas se sentir trop bien pour que on connaît tout ça. Bon. Et bien évidemment, qui produit énormément et de souffrance chez les patients et de souffrance chez les soignants. Et puis vous avez des architectes qui se sont dit non, c'est pas possible. Je pense à un exemple, mais il y en a 1000 autres. Le pavillon de l'Orbe de Bruyères. Bon, le pavillon de l'Orbe de Bruyères, c'est antithétique de toute la commande publique, si j'ose dire. Il n'aurait d'ailleurs pas pu aujourd'hui sans doute le faire, c'est-à-dire de l'interstitiel, c'est-à-dire en gros des multiples recoins, des trucs jamais droits, donc voilà, on se perd, mais c'est justement fait exprès, c'est dédié à une déambulation possible, il y a plein d'espaces cachés, enfin, vous voyez, c'est-à-dire véritablement une architecture humaine. Alors bien sûr, il y a les architectures qui font la place à tous les éléments naturels, enfin, etc., etc. Donc, bien évidemment que vous pouvez produire une architecture qui va mettre en accord les corps et les psychés. Mais sincèrement, aujourd'hui, pour faire cela, il faut être un architecte courageux, prêt à perdre des commandes, si j'ose dire. Il faut sans doute, je pense aux travaux de Patrick Bouchain et de d'autres, la preuve par 7, travailler sur d'autres façons de faire architecture, parce qu'encore une fois, l'architecture est un lieu aujourd'hui plus mis du côté de la surveillance, du contrôle et de la réalité productiviste que quelque chose qui produit une résistance à cela. Alors, on avait dit qu'il y avait un diagnostic, mais il y avait aussi des bonnes raisons de penser à un avenir un peu différent. Il passe notamment par une notion que vous évoquez, Michel Lusseau, qui s'appelle le géocare. Et j'enchaîne directement, parce que le temps passe rapidement aussi, sur l'idée que ce care, il n'est pas à prendre seulement comme une affaire de savoir, mais comme une affaire de pratique, de position. C'est-à-dire, c'est une certaine manière de se tenir dans le monde et avec les autres. Est-ce que vous pouvez donner des exemples assez concrets, j'allais dire, de comment on passe justement de ce diagnostic inquiétant à une vision de l'avenir un petit peu plus éclaircie? Voilà, en 3 minutes. Alors, la concision n'est pas mon fort en général. Donc, diagnostic, pour reprendre les auteurs et autrices d'un livre qui s'appelle The Care Manifesto, le manifeste du care, le monde contemporain urbanisé is uncare by design. Voilà. Attentatoire par intention, en fait. Ok, c'est diagnostic. Deuxième diagnostic, et je reprends ça de Cynthia parce que c'est parfaitement juste. Nier la vulnérabilité la renforce.
C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les organismes vivants, c'est vrai pour le système urbain mondialisé dans son ensemble. Or, nous avons des politiques qui se construisent sur la négation permanente de la vulnérabilité. Là, j'écoutais en venant à Blois, sur une radio partenaire du festival, France Culture, les entretiens de l'économie, l'émission de 14 heures, où on voyait à quel point les individus ont du mal à simplement reconnaître la vulnérabilité. C'est toujours la marche en avant, toujours le plus de richesse, plus d'extraction. Toujours cette vieille lune que si l'on produit plus de richesse, on allait résorber la pauvreté. Mais non, puisque c'est fait pour produire l'inverse. Et nous, on est là, oui, parce que nous sommes pris dans le piège. Donc à partir de là, je me pose la question comme géographe, voilà, le milieu dans lequel nous vivons, nous humains et non humains, le milieu dans lequel nous vivons, au sens fort du concept de milieu, le milieu dans lequel nous vivons, c'est un milieu urbain généralisé. Ce milieu, il est uncare, by design. Et cette absence de soins, ça s'exprime dans les fameuses world cities dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ces cités globales, arrogantes et performantes, qu'on trouve partout au monde et que je décris dans le livre, notamment à travers le cas de Toronto et à travers le cas de Dubaï, qui est peut-être le cas le plus abracadabrantesque qui soit. Donc à partir de là, que faire? Eh bien, je découvre, en 2012, je rencontre John Tronto à Lyon, je l'invite dans une structure dont je m'occupais pour un festival, je découvre l'œuvre de John Tronto et je découvre cette définition de John Tronto que je vous cite. Au niveau le plus général, nous suggérons que le prendre soin, caring, soit considéré comme une activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Et alors là, je me dis, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Pour les plus âgés, vous voyez la référence. Pour les moins de 40 ans, là, c'est les grottes de Lascaux. Hein. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà une définition de philosophie politique parfaitement générique et donc transposable à la question de la fragilité de notre habitation commune de la Terre. Notre habitabilité est menacée, notre habitabilité humaniste est menacée. Voilà une philosophie politique qui pourrait permettre de se poser la question suivante: comment pourrions-nous cohabiter différemment pour promouvoir des vies dignes dans un monde juste? Bon, alors là, tout le monde décroche en disant, bon, bah, encore un idéaliste à la noix. Enfin, monsieur, rendez-vous compte, vous n'êtes pas réaliste. Bon, mais moi, j'en ai assez du réalisme qui fait passer l'inacceptable comme la seule norme possible. Donc là, j'ai fait un choix en tant qu'auteur de sciences sociales de dire, voilà, je ne peux pas me contenter de faire le diagnostic. Il faut que j'aille jusqu'à des propositions. Les propositions, c'est de dire, eh ben, on va réorienter nos cohabitations. On ne va pas pouvoir sortir du milieu urbain. Le milieu urbain dominant, ça ne va pas s'arrêter d'un claquement de doigts parce que nous aurons décidé d'aller nous installer à la campagne qui est de toute façon une des formes prises par ce système urbain. Nous sommes 8 milliards sur Terre, presque 10 milliards en 2050. Nous sommes 6 milliards d'urbains, presque 7 milliards en 2050. On ne va pas pouvoir dire, bon, bah, ça y est, on annule tout. Allez, on oublie tout, restons bons amis, on repart sur autre chose. Non, il va falloir partir de ce milieu pour le réorienter à partir de nouvelles valeurs. Et pour ça, je propose, alors là, vous pourrez trouver ce que vous voudrez, mais c'est une proposition qui est que j'ai essayé de faire très structurée. Je propose de m'inspirer de l'éthique des vertus, développée par tout un courant de la philosophie française et anglophone, pratiquement que des autrices. Hein. Tous les auteurs dont je m'inspire sont pratiquement à 80% des autrices, parce que ce sont des pensées féministes au sens non restrictif du terme, sont des pensées qui inversent en réalité les discours dominants. Et donc cette philosophie des vertus, elle est développée notamment par Corinne Pelluchon en France, mais pas que, qui considère les vertus non pas au sens moral du terme, mais les vertus dans une perspective éthique, c'est-à-dire l'éthique des vertus, c'est quelque chose qui nous pousse à nous interroger sur nos dispositions à agir. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui peut
accompagner notre action. On retrouve l'idée de Cynthia tout à l'heure. Hein. Le care, ce n'est pas quelque chose qui est compassionnel, c'est une réflexion sur nos capacités d'agir. Et ce qui nous pousse à agir, c'est ce qu'on appelle dans l'éthique des vertus, c'est-à-dire des dispositions intellectuelles et pratiques, mais qui sont aussi des dispositions sociales. Et donc je propose de considérer 4 nouvelles vertus habitantes qui sont exactement l'inverse des valeurs dominantes du système uncare by design. Donc comment faire du care un principe, alors que notre système contemporain fait du care l'opposé du principe. Et donc, ces 4 vertus sont la considération. Qu'est-ce que c'est considérer les choses, les êtres vivants ou non vivants? Donc je développe toute une approche, notamment, là tu l'as bien montré Cynthia, de la puissance de la déconsidération dans nos sociétés contemporaines. Nos sociétés contemporaines fonctionnent à la déconsidération de l'autre. Voilà, c'est même... Regardez comment fonctionnent les réseaux sociaux. Le réseau social, le bashing et le principe. On vient sur un réseau social pour se sentir capable de déconsidérer ce qui n'est pas soi. Ça produit les indésirables en politique. Bon, bref, je n'ai pas le temps, donc je vais vite. Deuxième vertu, l'attention. Là, je reprends notamment tous les travaux d'Yves Citon, mais aussi de William James sur l'attention, hein, être attentif à, les travaux d'Yves Citon sur l'écologie de l'attention. Notre système contemporain nous pousse à être inattentifs. Qu'est-ce que c'est de vouloir redevenir attentif? À quoi? Et donc je prends des exemples. Par exemple, la lutte politique autour des bassines, vous savez, des méga-bassines sur l'usage de l'eau, je montre que ça procède, du côté des partisans des méga-bassines, d'une logique de l'inattention. Parce que je prends toujours des exemples très précis, hein. Je crois que le livre est à la fois très théorique, mais il s'appuie sur des cas extrêmement précis et documentés. Troisième vertu, le ménagement contre l'aménagement. Là, Cynthia, tu viens de le dire, donc je ne reviens pas là-dessus. Plutôt que d'aménager, d'architecturer, de surdesigner, de suroccuper, plutôt essayer de trouver des voies de ménagement. Se ménager en ménageant ces espaces de vie. Et puis la 4e vertu, c'est la maintenance, la réparation, l'entretien. Comment maintenir nos vies communes? Comment les maintenir? Et dans chaque vertu, je prends des exemples qui sont des exemples de cas qui me permettent de dire, voilà, il y a déjà des individus qui, dans le monde, expérimentent ces formes de géocare. Bon, care, vous comprenez pourquoi, c'est la philosophie du care. Géo, vous comprenez pourquoi aussi, c'est un care élargi à nos manières d'habiter, individuellement et collectivement, à la fois nos lieux personnels, familiaux, sociaux, et le monde, la planète Terre, en tant qu'elle est notre logis humain. Et je termine juste par là, vous savez que nous n'en avons pas d'autres, hein, contrairement à ce que croit Elon Musk. Hein. Donc, on a plutôt intérêt à y faire attention, parce que si nous fragilisons tellement ce seul logis que nous avons jusqu'à ce qu'il devienne inhabitable pour un très grand nombre de personnes, eh bien, d'abord, nous risquons d'être rattrapés par un mouvement que nous croyons contrôler jusqu'à présent, puisque les Européens ont toujours cru qu'ils étaient capables finalement de se sortir des mauvais coups, y compris des mauvais coups qu'ils produisaient eux-mêmes. Ça va finir par nous rattraper, c'est déjà en train de nous rattraper, hein, Cynthia le disait, hein, sur les questions littorales, 65% de la population urbaine est littorale, hein, donc ça va cogner fort. Hein. Et nous sommes peut-être en train de menacer la possibilité même d'avoir un jour un habitat digne dans une société juste. Donc voilà le principe de ces 4 vertus cohabitantes. Mais je rebondis justement sur la première de ces vertus pour poser une question à Cynthia Fleury. Michel a parlé de considération, et la considération, elle apparaît comme un élément essentiel d'un exemple magnifique que vous donnez dans votre livre, c'est celui d'un nouveau compagnonnage. Et vous dites à un moment, vous écrivez, dans le compagnonnage, il y a la prise en considération du désir de l'autre. Alors toujours dans cette optique justement d'imaginer un futur différent qui ne soit pas un simple retour à un monde ancien, et il ne s'agit pas du tout d'un retour au compagnonnage à l'ancienne, mais développez s'il vous plaît
cette idée d'un nouveau compagnonnage et dans les différentes sphères dans lesquelles il nous permettrait de réparer ce monde, de prendre soin encore de ce monde. Alors, bon, vous avez compris que j'ai un comique de répétition. Bon, alors, donc, je vais répondre. Petit point juste sur les éthiques du Caire, parce qu'elles sont constitutives de ce que raconte aussi Michel. Je pense à Gilligan. Quand Gilligan, donc auteur dans les années fin 80, etc., sur une voie différente et qui s'interroge sur qu'est-ce qui motive les décisions, pourquoi prend-on telle ou telle décision morale, et de voir justement que ces décisions, hélas, en tout cas, sont souvent genrées, et d'appeler cette éthique du Caire plutôt une éthique portée par les femmes, parce que sociologiquement, les femmes ont porté ce rôle. Et je vais le dire autrement, pour faire comprendre que, et Tronto, l'importance de Tronto était de dire, voilà, il faut déféminiser ça. Il faut considérer que c'est une activité générique, c'est une activité de l'espèce humaine, et pas une activité féminine. Demain, si ça reste une activité féminine dévalorisée, démonétarisée, gratuite, naturalisée, etc., on est foutu. Donc, il faut au contraire que cette activité soit commune, il faut développer la part soignante de nous-mêmes, de chacun d'entre nous. Et un des points importants, c'est Gilligan pouvait presque les femmes, si vous voulez, hélas, encore une fois, souvent, elle dit que pourquoi on prend telle ou telle décision, je cite, pour maintenir la qualité des relations en présence. C'est-à-dire que il y a un effet de décentrement, et comme si un individu, et notamment souvent une femme, se considérait, alors c'est peut-être un délire de toute puissance, mais je ne pense pas, en tout cas, voulait être un outil de métastabilité. Vous voyez, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais produire une action, je vais produire une décision, je voudrais que cette décision, entre guillemets, maintienne la qualité des relations en présence, ce qui est très compliqué, puisque de fait, vous ne pouvez pas simplement dire, tiens, ça me rapporte ou ça ne me rapporte pas. Non, vous vous mettez comme agent de métastabilité, vous vous mettez comme agent d'homéostasie. Donc, c'est vraiment l'inverse des éthiques du maximum, c'est des éthiques de l'optimum, c'est des éthiques de l'équilibre, c'est vraiment toute une autre façon de penser. Donc ça, c'est demain comment, collectivement, institutionnellement, on essaye de trouver cette façon de faire. Le compagnonnage, en fait, c'est une forme de gouvernance. On parle beaucoup des communs. Les communs, c'est deux choses. C'est bien sûr une ressource à préserver. Ça peut être l'eau, comme ça peut être le savoir. Bon, c'est des biens communs. Mais on oublie souvent qu'il n'y a pas de commun sans gouvernance ad hoc, c'est-à-dire sans une pensée très précise, généralement endogène, en tout cas aussi endogène. Donc c'est pas possible que ce soit de la standardisation, c'est pas un truc qui arrive d'ailleurs pensé par le FMI et puis tout d'un coup qui dit tiens, vous savez quoi, on a un schéma de management libéral et on va l'appliquer sur tel ou tel territoire. Non, c'est une gouvernance ad hoc, pensée justement par la mise en place de relations dignes et équitables entre les parties prenantes. C'est pour ça que j'appelle ça un compagnonnage, nécessairement. Donc c'est une gouvernance de compagnonnage. Alors le compagnonnage à la fois comme il y a un rapport généalogique et historique à bien sûr, mais ça rigolait pas quand même, on va pas se mentir. Donc malgré tout, nous sommes des modernes. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre comment on peut demain à la fois recueillir l'enseignement du compagnonnage. Je dirais que l'enseignement du compagnonnage, c'est de considérer, si vous voulez, que l'éthos, la manière d'être, la disposition, l'éthos, c'est à la fois un geste et une pensée. C'est d'abord ça le compagnonnage, c'est-à-dire c'est le métier d'homme. C'est-à-dire au moment où je produis un acte, je me produis moi-même. Se faire et faire, c'est ça le compagnonnage, c'est cette éthique-là, hein, c'est cette exigence-là, et donc ça produit... Bon.
Donc l'enjeu, c'est à la fois de respecter cette chose-là, qui n'est pas respectée, hein, puisqu'aujourd'hui, le métier d'homme, ça n'intéresse personne, et le métier, ça n'intéresse personne non plus. Donc comme ça, c'est réglé, puisque le métier, si vous voulez, il y a, comment dire, il y a un travail là de Christophe Dejour qui est sorti sur le travail vivant. Il n'y a plus aucun respect du travail vivant. Le travail dans sa réalité, dans sa différence, il y en a très très peu. C'est-à-dire que ce qui va venir, c'est une norme qui se met par-dessus et qui fait que c'est une abstraction totale de la vérité du travail. Donc, le compagnonnage, c'est vraiment le fait de reproduire une coïncidence importante entre faire et moi-même me fabriquer. Donc, il y a nécessairement derrière le travail toujours une construction existentielle. Et cette construction existentielle, c'est la base d'une construction plus civilisationnelle. Et puis on pourrait rajouter une étape qui était moins présente dans le compagnonnage classique, qui est un peu du compagnonnage à la Haraway ou à la Vinciane Després, c'est-à-dire de dire qu'il y a aussi des espèces compagnes, au sens où le compagnonnage, c'est pas qu'une affaire interhumaine, mais il y a aussi l'ensemble du vivant. Et que le compagnonnage, qui était plutôt pensé comme quelque chose de terriblement intersubjectif au sens de humain versus humain, en fait, aujourd'hui, le compagnonnage inclut l'ensemble du vivant. Et qu'est-ce que ça veut dire de se penser compagnon avec une espèce animale, etc., sans non plus basculer, parce que ça me paraît compliqué de totalement se séparer d'une anthropologie ou androcentrisme, etc. Malgré tout, on peut tout à fait considérer qu'on peut défendre une exceptionnalité de l'homme, mais du côté d'une obligation humaniste, d'une obligation de responsabilité. Alors, comme vous l'avez compris, nos invités sont très divers, et donc il y a une toute petite place pour une ou deux questions. Donc levez la main, n'hésitez pas, et une personne va vous tendre un micro. Comme je n'y vois pas grand-chose à cause des spots, à moins qu'il n'y ait pas de questions, auquel cas... Ah, je vois une question ici. Ah, pardon, et aussi un monsieur ici. Merci. Merci pour ces présentations très intéressantes qui nous font justement réfléchir. Moi, je m'interroge sur la situation politique. Là, donc, on a un nouveau projet de budget qui finalement supprime des postes de professeurs, profession très féminisée, qui limite les crédits de l'hôpital, profession aussi de soignante, donc profession aussi plutôt féminisée. Et finalement, on aura dans les prochains jours et prochaines semaines, je crois qu'il y a déjà une journée de grève dans les hôpitaux qui est prévue, sans doute une journée de grève pour les professeurs aussi, mais on voit que ces journées aussi sont faites un peu, se passent dans l'indifférence des autres, c'est-à-dire qu'il n'y a que les soignants qui font grève pour eux-mêmes, les soignantes, et que les professeurs aussi qui font grève, mais qui se retrouvent un peu seuls. Et je voulais savoir comment on peut sortir de cette situation finalement où le reste de la population va être indifférent, alors que on aura tous besoin d'un soignant ou d'une soignante, et on est tous en contact avec un professeur ou une professeure à un moment de sa vie. Michel Lusso, vous voulez commencer ? Première réponse, même si on est très content de nos livres, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a toutes les solutions en kit. Voilà, en réalité, il faut admettre que nous avons à expérimenter, nous avons à essayer d'éprouver nos capacités à agir différemment. Deuxième chose, ça passera nécessairement par l'acceptation individuelle et collective de modifier ces référentiels culturels, ces référentiels de valeurs.
On ne peut pas faire autrement. Nous avons été biberonnés à l'idéologie de la puissance, de la performance, de l'optimisation, de l'efficacité, et nous avons été biberonnés à la logique de l'indifférence et de l'indépendance. Nous nous considérons comme des individus parfaitement autonomes, comme des tanks d'autonomie, hein, au sens anglophone du mot tank, hein, comme des boîtes, des capsules d'autonomie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc nous sommes par principe habitués, et on nous élève comme ça, à être indifférents à ce qui n'est pas nous. Par rapport à votre question, on voit bien comment toutes les politiques sectorielles découpent une réalité qu'il ne faudrait pas découper et poussent à considérer qu'il faut maximiser son intérêt quand il faudrait plutôt essayer de maximiser l'interdépendance entre les phénomènes et les relations. Relations humaines et relations avec les non-humains, comme l'a très bien dit Cynthia, je le montre dans le livre, on ne peut plus aujourd'hui penser la cohabitation en excluant les non-humains ou en faisant simplement des objets que nous pouvons manipuler à notre dessein, selon nos désirs et pour notre intérêt immédiat. C'est impossible, parce que ça nous revient en pleine figure. Parce que nous comprenons qu'à chaque fois que nous affaiblissons un écosystème, nous nous affaiblissons nous, en fait. Donc, et je développe dans le livre toute une série d'approches juridiques justement sur ces nouvelles questions-là. Donc, en fait, pour répondre à votre question, il faudrait déjà accepter, et que nos responsables politiques acceptent, de ne plus penser la réalité comme ils la pensent, mais il faudrait peut-être que nous aussi, on commence par considérer qu'on n'est pas simplement les clients d'un prestataire de services politiques. Peut-être qu'il faut aussi se réapproprier notre capacité à être des acteurs démocratiques, pas simplement pendant les élections, c'est-à-dire à être aussi en capacité d'agir là où nous nous trouvons. Je prône même des actions de care pirates, hein, à la fin du livre, en disant, voilà, là où nous pouvons, quand nous le pouvons, comme nous le pouvons, essayons de cohabiter différemment. Cynthia Fleury, en quelques mots. Oui, non, mais dans le même sens, parce que je pense que vraiment, en fait, la multiplication des stratégies est obligatoire. Le premier acte de résistance, c'est d'indivisibiliser. C'est-à-dire qu'on nous propose nécessairement on met en silo les résistances, si vous voulez. Hein. C'est une technique, hein, de division. Qu'elle soit, comment dire, consciente ou inconsciente. Et donc, j'étais il n'y a pas longtemps avec Pierre Rosanvallon et Pierre Charbonnier, et c'est vrai qu'on comment dire, on métaphorisait la fin de la lutte des classes et la lutte des déclassés. C'est-à-dire que on connaît très bien cette mise en fragmentation qui fait que, au lieu de s'unir et bien évidemment, on se bat tous pour la même chose. On défend l'État social de droit. Donc, bien évidemment que nous avons tout à perdre de ne pas refaire converger ces luttes-là. Donc, et de laisser les enseignants d'un côté, les soignants de l'autre, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand vous enseignez, quand vous soignez, c'est le même métier. Okay ? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la préservation, c'est le prendre soin. Voilà, prendre soin, c'est vertical, c'est horizontal, c'est... Voilà. Donc, notre premier acte, nous, c'est d'indivisibiliser. On veut nous séparer, il faut de nouveau se mettre ensemble. Donc ça, c'est au long cours, hein, parce que c'est une bagarre. Bon, donc ça, déjà, faire ça, refaire converger les luttes. Et le deuxième temps, c'est ce que dit Michel, c'est-à-dire, à l'instant où l'on peut, le care pirate, moi j'appelle ça l'expérimentation. Nous, on fait les proof of care, les preuves de soins, hein, comme les proof of concept. Donc, tout le temps, on essaye de produire à l'instant où on est, à l'endroit où l'on est, un autre mode. Et on essaye de l'institutionnaliser, au sens, non pas d'institutionnaliser le résultat de ce mode, parce que ça c'est encore une autre bagarre, mais déjà de se bagarrer pour institutionnaliser le fait qu'on peut expérimenter et que ça fait partie de son métier et que c'est un acte. Donc nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on est dans les services hospitaliers et ces services hospitaliers font du co-design capacitaire, hein, et tout est designé à partir du point de vue du plus vulnérable, donc toujours avec les patients, les soignants, etc. Et ça fait partie de leur métier. Il faut que ça fasse partie de leur métier. Et on fait tous les jours ça pour que, encore une fois, la puissance de conception
soit de nouveau du côté des parties prenantes. Voilà, n'ayons pas peur, soyons pirates. Donc 2 livres, Cohabitons de Michel Busseau aux éditions du Seuil, et puis Éthique et design pour un climat de soins, sous la direction de Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio. Merci beaucoup à toutes et à tous, et merci à vous deux.